Bonjour. Oui. Bonjour. Très bien. Merci de votre présence à tous les deux. Lamine. C'est bon? C'est bon, c'est pour toi. Allez, je fais une petite présentation parce que c'est vrai que le nombre de nos adhérents ici réunis en nombre, hein, ça fait plaisir d'avoir une belle assemblée, ne vous connaissent pas forcément. Donc, rapidement, Stéphanie, vous êtes diplômée de l'université de Cergy-Pontoise et de l'Institut d'études politiques de Lille. Depuis 2020, vous êtes élue maire de Pontoise. Conseillère régionale Île-de-France depuis 2004. Vous avez été vice-présidente en charge des affaires européennes 2015-2020, puis vice-présidente en charge de l'emploi, de la formation et de l'apprentissage. L'apprentissage, on va en parler dans le PLFSS avec M. Valtou. 2020-2021. Et vous êtes membre du cabinet de conseil Bernard Criff, institutionnel, dont vous assurez la vice-présidence. Je continue ma présentation. Frédéric. On se tutoie? On se tutoie si tu permets? Je te confirme, sur ce plateau, on a le droit de se tutoyer quand on se connaît voilà. bien. Alors Frédéric, tu es député de la 2e circonscription de Seine-et-Marne depuis 2022 et conseiller municipal de Fontainebleau, ancien maire. Le cumul des mandats fait que tu ne peux pas exercer les deux fonctions. Porte-parole du groupe Horizon, membre de la commission des affaires sociales. Et en 2024, tu as été nommé ministre délégué chargé de la santé et de la prévention dans le gouvernement Attal. Et surtout, je dirais, également, tu as été président de la FHF 2011-2022. Et je peux dire que je t'ai dépassé en termes de longévité à une présidence de fédération. C'est mon petit clin d'œil. Voilà, mon petit clin d'œil, parce que très longtemps, tu m'avais dit, fais tes classes, fais tes gammes, mais on en reparlera plus tard. Tu es président de la... Et surtout, voilà, c'est aujourd'hui ce qui, au-delà de ton éclairage, c'est que tu es président de la commission des affaires sociales. Et que le PLFSS reçu hier ou avant-hier, a eu l'effet d'une douche froide, mais on va en parler. Et surtout, tu vas essayer de nous rassurer, si tu permets, sur la baisse des tarifs, sur la coercition. Bon, on va en parler tout à l'heure. Stéphanie. Lorsque, pendant des années, je dirais, la principale préoccupation d'un maire ou d'une mairesse, c'était, je dirais, le logement, l'école, la propreté, la sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'on vous demande en premier lieu, Madame, j'ai besoin d'avoir un médecin, comment je peux faire? Comment vous le vivez? Comment vous vivez ce changement de paradigme et cette difficulté qu'ont nos concitoyens pour accéder aux soins primaires? Alors d'abord merci de votre invitation parce que c'est important pour un maire d'avoir une forme de tribune pour expliquer un petit peu ce que l'on gère au quotidien. Finalement, ce qu'on peut raconter à la télé n'est pas toujours très éloigné de ce qu'on vit véritablement avec nos concitoyens et nos habitants. Simplement, on ne fait pas qu'en parler. Et l'objectif pour nous, très modestement, c'est d'essayer d'y trouver des solutions. Et parmi, vous l'avez rappelé, les problèmes nouveaux qui doivent être gérés aujourd'hui par les maires figure la santé. C'est relativement nouveau parce qu'il y a encore une dizaine d'années, il était de coutume de rappeler que la santé, la politique de santé, relevait de la compétence exclusive ou quasi exclusive de l'État. Je me souviens de mon prédécesseur, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a moins de 5 ans, hein, qui disait non mais à Pontoise il n'y a pas de problème de santé puisqu'on a le plus gros hôpital du Val d'Oise, on a une très grosse clinique privée, on a un certain nombre de médecins libéraux, tout va bien. Et puis patatras, en réalité on est victime, comme à peu près tout le territoire français, de cette démographie terrible avec ce croisement de courbes, à savoir une population à la fois qui rajeunit et qui vieillit, et puis une population médicale de médecins qui, elle, pour le coup, vieillit.
prend sa retraite. Je crois que dans les 5 années prochaines, j'ai plus le chiffre exact, mais on a un nombre considérable de médecins généralistes qui partent à la retraite. Et bien entendu, sans rentrer immédiatement, mais peut-être qu'on pourrait y revenir, mon cher Frédéric, sur le sujet du numerus clausus, des formations et l'arrivée de praticiens et de médecins généralistes, absolument pas en nombre suffisant pour couvrir les besoins médicaux aujourd'hui. Donc c'est une préoccupation qui s'est imposée à nous et à laquelle on essaye de répondre en bricolant ou pas, en tout cas en essayant de trouver des solutions. À Pontoise, par exemple, ville d'un peu moins de 40 000 habitants, donc dans le Val d'Oise, avec, je l'ai dit, un hôpital et une clinique privée. Nous avons créé 2 maisons médicales avec respectivement 4 et 7 médecins. La 2e maison médicale, on va ouvrir un deuxième étage. On a ouvert en lien avec l'hôpital de Pontoise, l'hôpital Novo, une maison médicale de garde, donc pour les soirs et week-ends, tout ça en quelques années. Et on renforce encore l'offre là très prochainement, dans les mois qui viennent, avec l'installation d'un pôle médical pluridisciplinaire privé sur 10 000 mètres carrés, avec une trentaine de spécialités qui viendra compléter l'offre de soins de l'hôpital, et on sera plus sur l'ambulatoire. Donc voilà ce qu'on essaye de faire, de coordonner un petit peu le tout, et puis surtout, moi c'est le pari que je fais, c'est que c'est pas une administration qui va attirer des médecins, c'est pas une administration comme une collectivité locale qui va prétendre faire la politique de santé. En revanche, moi ce que je crois, mon boulot, c'est d'essayer de rendre ma commune attractive pour des personnels de santé, parce qu'on en a besoin, et de jouer sur ces leviers-là. Ces leviers, quels sont-ils? C'est 1, la qualité de vie, 2, l'accessibilité, 3, des équipements qui permettent d'accueillir les professionnels de santé qui le souhaitent et qui sont volontaires. Et je terminerai en disant surtout de créer cette dynamique qui fait que vous constituez finalement des équipes, pardon du pléonasme, mais préconstituées. Je m'explique, c'est que si on arrive à faire venir 1 ou 2 professionnels ou un ou deux médecins généralistes, on sait très bien derrière que c'est leur communauté, entre guillemets, ou en tout cas les personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler qui vont les suivre. C'est le pari que nous faisons, et jusqu'à présent on n'est plutôt pas trop démenti, donc on va continuer sur cette lancée. Et puis enfin, je terminerai en disant chacun son boulot. Le boulot des médecins, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, c'est de soigner. Le boulot de l'administration, c'est de faire de l'administration, et donc parfois on sait à peu près bien le faire. Donc ce qu'on fait à Pontoise, c'est qu'on s'occupe du volet administratif de l'activité des médecins. On prend à notre charge le secrétariat administratif, de manière à ce que les soignants retrouvent du temps pour soigner. Je pense que c'est là qu'on vous attend en tout cas. Merci. Frédéric, tu as été maire réélu à 3 reprises. Maire de Fontainebleau. Donc tu as un ancrage territorial fort. Quelle est ta vision en complément? Et puis seconde question, comme ça tu pourras enchaîner sur ce qui va t'arriver la semaine prochaine, comme demande, doléance, amendement, supplication. Voilà, on est les meilleurs, les moins chers, ça tu vas l'entendre toute la journée. Donc comment vas-tu arbitrer tout cela? Ah oui, c'est 2 questions qui n'ont rien à voir dans la même question. Bon, non, mais Stéphanie a très bien résumé effectivement quel était le rôle enfin le rôle, ce qu'on demandait aujourd'hui à un maire en matière de santé, comme dans plein d'autres domaines. Quand il y a une tension quelque part dans la société, c'est évidemment vers les lieux de proximité qu'on se tourne, et les lieux de proximité dans bien des communes, je parle des communes en dehors des très grandes villes, où on a l'habitude de croiser son maire, ou ça assez régulièrement, ça reste effectivement le maire. Et donc les sujets de santé, mais c'est pas à vous que je vais le dire, étant des sujets de préoccupation forts pour la population, inévitablement, c'est vers les maires que principalement on se tourne. Donc les maires, comme tout le reste, c'est souvent dans les communes ceux qui essayent de répondre à tout un tas de sujets. Et donc là, ce sont aussi des assembliers qui, dans un monde, sans trop comprendre au départ, j'imagine, sauf pour ceux qui connaissent à titre personnel ce milieu-là, sans trop comprendre les tenants et les aboutissants des fonctionnements du monde de la santé. Quand je dis des fonctionnements, c'est pas que les différents statuts des intervenants, des opérateurs, c'est aussi les modes de financement, les modes de nomination, etc. Enfin bref, comment tout ça fonctionne, ce qui est
pas toujours simple quand on débarque. C'est un rôle d'assemblier pour essayer de trouver des voies de passage entre effectivement tous les intervenants. Voilà, donc je n'aurais rien à ajouter à ce qu'a très bien décrit Stéphanie. Et effectivement, en étant capable d'une certaine ingéniosité ou en essayant de trouver des voies de passage qui vous amènent parfois à des solutions qui peuvent paraître surprenantes. Moi, dans ma ville, par exemple, je fais travailler une quinzaine de chirurgiens libéraux dans des blocs opératoires de l'hôpital public. Vous voyez, je ne suis pas le seul, hein. Il y en a d'autres en France, mais comme quoi le privé c'est s'adapter. La complémentarité. La fameuse complémentarité dont tu parles sur les plateaux sans la faire. Moi, j'en parle moins, mais je la fais. Tu vois, nous deux, on est assez complémentaires. On n'a dit pas de tacle, parce que si tu me cherches, tu vas me trouver, j'en ai plein la besace. Hein. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est une complémentarité qu'on a souvent évoquée ensemble pour dire les choses de manière plus claire. On essaie de la trouver je ne vais pas dire en bricolant, mais en trouvant des solutions adaptées à chaque territoire. Voilà, tout simplement. La deuxième question, c'était la plus simple, c'était quoi? Oui, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu fais? Oui, on démarre le PLFSS mardi et l'examen des amendements dès jeudi matin pour une bonne semaine et ensuite dans l'hémicycle. Bon, c'est pas à vous, je vais dire, c'est un moment complexe, surtout dans un moment politique lui-même assez inédit et complexe. Donc, nous allons essayer, sur une copie qui fait l'objet d'un certain nombre de discussions politiques entre partis et le gouvernement, notamment dans son volet retraite, eh bien de trouver des voies de passage, là encore, qui, j'espère, permettront de trouver 51% de députés qui finalement, fin novembre, début décembre, lorsqu'il faudra, au retour de la navette, voter des copies qui s'approcheront d'une copie finale, puissent la voter, puisque 149.3, c'est donc, ça va se jouer donc dans des votes qui devront trouver une majorité. Et donc tout l'enjeu, c'est est-ce que sur ces sujets-là, à ce moment politique-là, où j'espère la plupart des forces, des groupes politiques, et il y en a 11 à l'Assemblée, ont compris qu'aucun d'entre eux n'appliquerait 100% du programme qu'ils rêveraient de voir mis en œuvre, eh bien qu'on trouvera donc 51% de députés qui, on va dire par bonne volonté, arrivent à voter un budget de manière à pouvoir stabiliser un peu le fonctionnement de l'État, des politiques publiques, du financement, de tous les systèmes qui sont financés par et le PLF et le PLFSS. Voilà, ça ne sera pas un moment de glorieux parce qu'il n'y aura pas des textes qui vont être porteurs de grandes réformes, vont être plutôt porteurs d'économie, mais néanmoins qui doivent être votés pour qu'on puisse fonctionner à peu près les uns les autres cas pendant les mois qui viennent. Alors Jérôme Guetsch, qui était ce matin, qui a fait l'ouverture de nos rencontres, avait une vision très pessimiste du PLFSS tel qu'il était écrit, et il voulait un petit peu tout revoir. Donc est-ce que tu ne penses pas que, vu qu'il n'y a pas de 49.3, ça veut dire que ce sera la liberté parlementaire, les amendements, etc., que tu vas être obligé de faire le grand écart, et que c'est ce qu'on souhaite de toute façon, qu'il y ait, je dirais, non pas le grand écart, qu'il y ait un élargissement de l'ONDAM, parce qu'un ONDAM hospitalier à 2,4, tu le sais parfaitement, ça fait moins de 2 de tarifs. Pour l'ancien président de la FHF que tu es, tu sais que c'est pas tenable, et qu'on vise tous le maintien de nos budgets avec une augmentation, je dirais, proche des 1%. C'est notre demande commune avec Arnaud Robinet, je dirais, président de la FHF qui t'a succédé. Est-ce que tu peux nous rassurer là-dessus? Parce que tu es porteur forcément de propositions, tu es porteur, je dirais, d'espoir. Et c'est pas un vain mot, parce qu'aujourd'hui la profession, elle est en grande souffrance. 40% des établissements sont en difficulté, et aujourd'hui ce sont des établissements en difficulté souvent dans les territoires isolés ou dans des petites agglomérations. Et personne n'échappe à cette difficulté, que tu sois indépendant, petit, moyen, gros, groupe, je dirais, tout le monde a son lot d'établissements en difficulté. Il n'y a pas de règles sur ces difficultés-là. Donc avoir une campagne tarifaire qui soit négative, c'est pas pensable. C'est pas pensable. On a tellement de besoins en financement pour le social. Les accords valent tout, d'avril 2024 qu'on a signé tous les deux avec l'ensemble du comité exécutif de la fédération et les présidents de groupe.
fait état de cette avancée sociale qu'on n'a pas pu mener aujourd'hui. Tu le sais parfaitement, alors que l'ensemble des accords que nous avions menés ensemble ont été au bout, et merci, parce qu'il faut penser à dire merci quand il y a une action positive et qui va au bout de la logique que tu avais menée avec nous dans la concertation. Mais le social n'est pas résolu, on n'a pas les financements, donc si demain on a une campagne tarifaire négative, on ne pourra pas, je dirais, revoir notre convention collective, on ne pourra pas donner de l'air à nos collaborateurs et on va se paupériser, et je ne parle même pas de l'innovation. Et l'article 24 qui parle de rente de situation est pour moi choquant. On sait tous qu'il y a des pathologies qui permettent de dégager une marge. Ok, on le sait, on peut regarder. On sait également qu'il y a des pathologies qui dégagent du déficit, innovation en chirurgie, la robotisation, etc. On n'en parle pas. J'aurais aimé avoir un article 24 bis qui parle des pathologies en déficit pour qu'on puisse les revoir. Et toujours cibler les médecins, c'était le cas avec le secteur 2, et pour moi je dirais une punition vis-à-vis d'eux, alors qu'on a besoin d'eux sur les territoires, alors qu'on manque de médecins, on va les punir. Mais moi je suis médecin, deux choses, où je m'en vais, où j'augmente mes dépassements d'honoraires, et l'accès aux soins en sera encore plus difficile. Donc que peux-tu nous dire aujourd'hui? Je sais bien que tu es tenu aux réserves, il y a des journalistes, on est filmé, etc. Mais pour nous aider et qu'on puisse ce soir repartir, parce que c'est innovant ensemble pour l'hôpital de demain, c'est aujourd'hui, c'est ce que dit Didier Jaffre, c'est aujourd'hui qu'on construit l'hôpital de demain pour les 20 prochaines années. Oui, alors c'est pas une histoire de journaliste ou comment dire, de... Tu es un ancien journaliste. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas une histoire de... C'est qu'en fait, n'étant ni Père Noël, ni forcément celui qui tient les cordons de la bourse, aujourd'hui, sur les questions qui sont posées, j'avoue que je ne sais pas et je ne peux pas répondre à ta question, pas parce que j'en ai pas l'envie, c'est parce que on est aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement compliquée. D'abord, il y a la situation de nos déficits en général et du déficit de la sécurité sociale qui est quand même lourd et qui atteint quasiment des niveaux à près de 24 milliards d'euros qui sont proches des niveaux qu'on a connus pendant le Covid. Mais il n'y a plus le Covid et il y a les déficits. Donc, je rappelle que le déficit Covid en 2021, c'était 28 milliards, donc on n'est pas très loin, mais il y avait le Covid, et tout ce qui va avec, et tout ce qui est allé avec comme financement du système. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que là, on est arrivé à un moment qui est crucial. Alors, on ne va pas refaire le film, mais on sait qu'on n'a pas fait les réformes structurelles qu'on aurait pu faire si on avait été courageux et lucide. Et ça, on va prendre ces 15, ces 10, ces 20 dernières années. Donc on a laissé prospérer un système qui aujourd'hui arrive à épuisement, avec des systèmes de financement qui sont plus adaptés, mais on est dans une situation politique où aucune réforme de fond ne se fera. Aucune réforme de fond ne se fera. Donc on va colmater les brèches. On va essayer de trouver une voie de passage pour... Comment dire, c'est une bien faible ambition, bien petite ambition, mais juste avoir un budget. Voilà. Qui ne soit pas ce qu'on a fait l'année dernière en votant une loi d'équilibre qui venait simplement reconduire la possibilité pour l'État de financer à la hauteur de l'année précédente les dépenses de l'année suivante, avant le deuxième PLFSS de février dernier. Donc on en est là aujourd'hui. On est dans une situation politique. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous a raconté Jérôme Guedj, mais il faut que chacun mette aussi... Il était motivé, hein? Oui, mais ça, je me doute. Mais il faut aussi que chacun mette de l'eau dans son vin. Et que tous les partis, et le Parti socialiste en fait dedans, comprennent qu'on ne va pas appliquer leur programme. On ne va pas faire comme ils le souhaitent, uniquement. Il faut qu'on s'écoute les uns les autres et qu'on accepte des compromis. Moi, la perspective de voter la suspension de la réforme des retraites me fait pas vraiment plaisir. C'est la seule réforme de structure qu'on ait fait depuis 2022. La seule réforme qui donne un peu d'oxygène financier à un système des retraites qui lui aussi, dont le financement est aujourd'hui arrivé à bout de souffle. Bon, cette réforme a permis ça. Aujourd'hui, pour donner un budget à la France, on demande à ceux qui l'ont porté d'en suspendre les effets. Ce qui, sur le plan économique, est une vaste bêtise. Voilà. Mais pour arriver à ce que politiquement on puisse donner un budget à la France,
Il faut accepter des compromis. Donc il faut aussi que Jérôme Guedj, mais à travers Jérôme Guedj, et d'autres, bien sûr, on le cible parce qu'il était là ce matin. Parce que tu l'as cité. C'est pas lui personnellement, parce qu'on a déjà eu ces discussions avec lui, et lui, je sais qu'il en est évidemment parfaitement conscient. Mais accepte effectivement voilà, faut pas être trop gourmand. Alors après, sur les questions d'Ondam et autres, oui, bien sûr que l'Ondam, il n'est pas assez élevé. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, l'approche de certains sujets, et tu parlais des rentes, de l'affichage, combat contre les rentes, est peut-être maladroit, mais c'est vrai qu'on est on est malheureusement, voilà, des réformes de structure n'ayant pas été faites, on essaie de colmater les braches face à un système qui s'emballe aussi en matière de dépenses et qu'on ne sait plus financer. Et donc, on va faire que des choses insatisfaisantes, malheureusement. Et franchement, ça ne fait pas très plaisir d'en arriver à cette situation-là. On le sent dans tes propos. Stéphanie, vous avez la chance, vous l'avez dit, d'avoir un bel hôpital et une belle clinique sur votre territoire. Qu'attendez-vous de l'hospitalisation privée et quels seraient vos rêves, je dirais, en matière de santé? Parce qu'on est prospectif. Alors, quand on est prospectif, ça permet d'ouvrir une page blanche et de se dire, voilà, le cap où on veut aller. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais parfois c'est bien juste pour qu'au-delà de la théorie, on s'aperçoive qu'il faut rentrer dans le concret. Pourquoi je dis enfoncer des portes ouvertes? C'est que tout simplement, ce qu'on en attend, c'est la complémentarité. L'hôpital, alors bel hôpital, c'est gentil pour l'hôpital de Pontoise parce qu'il a besoin de beaucoup d'investissements nouveaux qui, au départ, d'ailleurs, je le rappelle, qui tournent autour de 800 millions d'euros, excusez du peu, et qui sont bloqués depuis 5 ou 6 ans, puisque nous avons entre 2 et 3 ministres par an, quasiment, donc on n'arrive pas, on a un peu de mal à avancer, mon cher Frédéric, tu le sais. Bref, mais tout ça pour dire que moi, ce que je crois, pour avoir une offre de soins, une politique de soins la plus globale, ou en tout cas la plus performante possible, c'est d'avoir cette complémentarité. En sécurité, on parle de continuum de sécurité. Je pense qu'en santé, il faut dire exactement la même chose. Il y a un continuum qui part de la médecine de ville, qui passe par la santé privée et qui va jusqu'à l'hôpital. Quand on parle de la crise de l'hôpital public, en réalité, je ne suis pas une grande spécialiste, mais de ce que j'en vois en tant que présidente du conseil de surveillance de l'hôpital de Pontoise, en réalité, on parle de la crise des urgences, beaucoup plus que la crise de l'hôpital. Et la crise des urgences dans l'hôpital public, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que, je reviens là-dessus, c'est qu'on manque de médecins généralistes et donc une médecine de ville qui ne répond plus aux besoins, et notamment de bobologie, ou en tout cas de soins du quotidien. Et puis, on a, je pense, le besoin complémentaire que remplit déjà pour partie et qui pourrait remplir encore plus les cliniques privées, qui sont les soins pas urgents, les soins, comment les qualifier, c'est même pas forcément des soins quotidiens, parce que ça peut être des soins relativement lourds, mais qui seraient en ambulatoire et qui viendraient totalement compléter l'hôpital, qui lui garderait les pathologies très lourdes, s'insérant dans le temps. Je pense que cette complémentarité, elle est évidente sur le papier. Il faut qu'on y travaille, et Frédéric parlait des maires en disant qu'on est un peu des assembliers. Moi, je ne vais pas prétendre expliquer à des professionnels de santé quel est leur métier et ce qu'ils doivent faire. En revanche, ce que je sais, c'est que je crois avoir en tout cas une vision assez précise de qui est où et qui fait quoi sur la commune, et plus largement d'ailleurs sur le territoire de l'intercommunalité et de l'agglomération, et qu'on peut créer ces synergies-là. On a la chance d'avoir une CPTS qui est plutôt dynamique, plutôt active. Je pense qu'elle pourrait être renforcée encore à travers, c'est des choses assez simples, à travers une coordination plus flexible, plus souple, à travers un travail de communication plus régulier et méthodique. Et puis d'arriver à embarquer un maximum de professionnels qui, entre nous, ont aussi autre chose à faire que de faire de la réunionnite et de se coordonner. Et ça, c'est peut-être à nous, justement, d'en prendre l'initiative et d'organiser tout ça. Votre présidence du conseil de surveillance, c'est vrai que me fait à penser que vous avez un tropisme naturel vers l'hôpital public, et c'est statutaire. Mais peut-être que nous devrions nous ouvrir aux élus lors de nos conférences médicales d'établissement, lors des AG plénières, parce que vous constateriez que nous avons les mêmes problèmes de permanence des soins, de couverture, de garde et de réponse aux besoins de nos concitoyens, parce que c'est vrai que l'hôpital public prend toutes les pathologies. Ça, c'était un vieux débat que nous avons avec Frédéric, même patient, même soin.
mêmes obligations et mêmes contraintes et mêmes tarifs. Hein, c'était 5 mots qu'on a répétés pendant des années, avec un succès relatif sur le même tarif. Mais je pense que si vous veniez, et si nous vous invitions, parce que c'est à nous de faire le premier pas, à participer à nos CME, vous verrez qu'on est aussi force de proposition. Non, mais avec plaisir, d'autant que moi je fais partie de ces élus pour le coup moi je travaille avec tout le monde. Hein. Moi ce que je veux c'est que ce soit efficace et qu'il y ait une offre. Et puis on a la chance d'avoir une clinique qui est très performante, alors qui n'est pas sur le territoire précis de Pontoise, mais qui est juste à côté, qui est à Osny, qui est la clinique Sainte-Marie, qui était à Pontoise d'ailleurs avant, et qui fonctionne très très bien. Il y a une bonne synergie, on va dire. Hein. En tout cas, personne ne se regarde en chien de faïence. On a cette chance-là. Hein. Malgré tout, j'ai la chance d'avoir autour de moi des professionnels qui travaillent plutôt en bonne intelligence, mais je pense qu'on peut renforcer encore ça. Et comme je le disais, moi je suis tellement convaincue de la nécessité pour nous d'être des pôles d'attractivité pour les professions médicales qu'on va créer une nouvelle clinique privée sur le territoire de la ville. Voilà, venant renforcer justement cette offre, soulager entre guillemets l'hôpital, et avant même qu'on lance, parce que là les travaux vont commencer, hein, mais au moment où on est rentré un petit peu plus dans le projet, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait se rencontrer la direction de l'hôpital et la future direction de ce pôle pluridisciplinaire. Ça me semble absolument essentiel, et évidemment tout de suite il y a des voies de passage qui se sont dégagées. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là pour dire que ça marche et que c'est possible. Et merci. Un petit mot, Frédéric, il reste 2 minutes 30 de conclusion ou de prospection. J'ai 2 questions, si tu voilà, veux, bien sûr. de la salle. Est-ce qu'on est dans une inertie assurée jusqu'à 2027 minimum? Et est-ce qu'on peut espérer avoir enfin un débat au Parlement sur les réformes structurelles de notre système de santé dans la décennie à venir? Là, déjà, ça laisse plus de perspectives. Elle me plaît. La deuxième me plaît plus. Je le souhaite, et de toute façon, ça sera inévitable. On voit qu'à travers les retraites, c'est la question de notre modèle social qui est posée. Le débat qu'on a aujourd'hui sur le système de retraite, qu'on a depuis 2023 à 2022 sur le système de retraite, c'est la question derrière de notre système social qui est posée, de son financement, de son fonctionnement, etc. Donc j'espère que le grand rendez-vous démocratique de 2027 sera l'occasion d'un débat sur ce sujet-là. Donc oui. D'ici là, ça va être le statu quo. Non, mais je pense que d'ici là, il faut être réaliste. Malheureusement, on est dans une situation politique de blocage où, je vous dis, la seule pauvre petite ambition qui est celle de donner de manière très technique un budget à la France paraît déjà, pour certains c'était un Himalaya, pour d'autres c'est déjà une montagne sacrément difficile à franchir. Donc je pense qu'il faut être lucide et pas faire croire que ni d'un côté comme de l'autre, par des coups de menton, des coups de baguette magique, on arrivera à sortir des choses qui soient fortes, volontaristes et bon. Donc il faut préparer ce rendez-vous démocratique de 2027. On est un certain nombre à y travailler et poser effectivement de manière claire vis-à-vis des Français des propositions qui permettront ensuite d'avoir un mandat de réforme. Et en matière de santé, ça veut dire quoi ? S'attaquer à des vrais sujets qui ont été pour l'instant contournés, qui figuraient dans des rapports divers et variés, plus ou moins savants ou prophétiques, mais qui restaient à l'abri des rapports, mais qui n'ont jamais été pris à bras-le-corps. Et les questions qu'évoque Lamine Garbi sur le fonctionnement des différents systèmes, leur financement, l'équité, tous ces sujets-là, depuis la formation jusqu'à la mise en œuvre et au fonctionnement des opérateurs, devra être posée, et aussi la question du financement. Sur les rapports, juste un mot, Églantine, la fédération a été auditée cette année 30 fois par le Parlement, l'IGAS, l'IGF et la Cour des comptes. 30 fois. 30 rapports. Je pense qu'il y a matière à préparer 2027, et je partage ton ressenti sur l'abrogation des retraites, qui est pour nous un non-sens, mais principe de réalité, sûrement, pour pouvoir faire avancer et qu'on ait un budget qui nous permette de fonctionner. Bien, merci beaucoup Frédéric Valtou, merci Stéphanie Van Heuve. Vol de stylo assumé. Il y a marqué FHP, tu peux.